va commencer, s'il vous plaît. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir organisé cette conférence. Ça fait très très plaisir de pouvoir transmettre à l'avenir d'Israël les futures mamans du Mashiach. Vous avez choisi laquelle? Ça va arriver. Alors, vous connaissez le thème ou non? Non? Eh ben c'est mieux comme ça. C'est pas grave, comme ça j'ai plus de liberté. Donc, il y a un passage, on a expliqué déjà quelques millions de fois, que la Torah n'est pas un livre d'histoire, c'est un livre d'enseignement. Donc on peut prendre un passage dans la Torah et en tirer un enseignement qui sera non limité, ni dans l'espace, ni dans le temps. Donc il y a un événement, vous savez que tout ce que Moshe Rabbeinu, quand il a tué l'Égyptien, après il s'est enfui en Midian. Quand il s'est enfui en Midian, automatiquement, il a été mis en prison. Qui c'est qui s'est occupé de lui pendant 10 ans pour lui amener à manger en prison? C'était la fille de Yitro. Et bien sûr, quand il est sorti de prison, il a voulu épouser la fille de Yitro. Alors je rappelle pour celles qui ne sont pas au courant que Yitro, c'était un prêtre à la Vodazara, qui était extrêmement impliqué dans l'idolâtrie. D'accord? Maintenant, imaginez que Moshe Rabbeinu veut épouser la fille de Yitro. C'est comme si le Gadol Hador, le grand de la génération, il veut épouser la fille du pape. Vous sentez l'ambiance un petit peu? Ouais. C'est que n'importe qui aurait fait une croix dessus, mais lui, il a voulu l'épouser. C'est bizarre. En tout cas, donc il a été voir son futur beau-père, Yitro, pour lui proposer d'épouser sa fille. Regardez ce qu'il dit le Midrash. Besha'a she'amar Moshe le Yitro. Au moment où Moshe a dit à Yitro, Tenali et Tzipora bitra leisha, donne-moi ta fille Tzipora en tant que femme. Amarle, il lui a dit, Kabel alecha davar echad. Prends sur toi une chose, sous-entendu, c'est une condition, d'accord? She'ani omer lecha, que moi je vais te dire, Vani noten lecha, et moi je vais te la donner. C'est quoi? Aben she'yeh lecha trila yeh lavodazara. Le premier fils que tu auras, il sera pour l'idolâtrie. Les autres enfants, tu fais ce que tu veux. Mais le premier, tu me le donnes, moi je vais l'éduquer et je vais en faire un prêtre pour l'idolâtrie. D'accord? C'est Moshe Rabbeinu. D'accord? Vous avez bien compris évidemment que Moshe Rabbeinu, il va dire, vous avez un taux de réactivité qui est proche du coma. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez mangé à midi? C'est pas possible. Alors je répète. Moshe Rabbeinu, il veut épouser la fille de Yitro, le grand prêtre à la Vodazara. Yitro lui dit, ok, je te donne ma fille, mais à une condition, c'est que ton premier fils qui va te naître, tu me le donnes, il sera pour l'idolâtrie. Il sera un prêtre à l'idolâtrie. Qu'est-ce qu'il dit Moshe? C'est pas évident, hein? Je vois, c'est bien. Restez calme, c'était juste une question. Il dit, Mikan veilach leshem shamaim. Après tous les autres enfants, tu les prendras pour Hachem, tu en feras des tzadikim, tu en feras des talmidei chachamim, tu en feras des grands de la génération, mais le premier, il est pour la Vodazara. Évidemment, Moshe Rabbeinu, il va dire non. Qu'est-ce qu'il dit, le Midrash? Kibel alav, il a accepté. Moshe, il a accepté. Bon, vous allez dire, tout le monde, c'est un baratin pour embrouiller le beau-père. Non, il a vraiment accepté sincèrement. Tu dis, mais comment il a pu faire ça? Bon, à Marley, il lui a dit, Yitro, Ishavarali, jure-moi. Ouais. Évidemment, il ne va pas jurer quand même. Oui, non. Il ne jure pas, parce qu'après, il pourra toujours dire non, c'est pas ça que je voulais dire, je ne l'ai pas dit, je n'ai jamais dit, c'est vous qui l'avez dit, vous l'avez dit à ma place. Mais là, il dit jure. Vaïchavalo, il a juré. Moshe, il a juré qu'il va donner son premier fils à l'idolâtrie. Chez Neymar, le Midrash, d'où est-ce qu'on sait ça? Parce que c'est marqué Vayoel Moshe, la Shevet et Taïch, il a accepté Moshe de vivre avec cet homme-là. Et qu'est-ce qu'il dit le Midrash? C'est quoi Vayoel? Ven ele et la lachon jvoa. Ele, c'est aussi un langage, la racine de Yoel, c'est ele. Et ele, c'est un langage de serment. De là, il apprend le Midrash. Maintenant, de vous à moi. Si vous lisez le Pasuk, qu'est-ce qu'il y a marqué? Vayoel Moshe la Shevet et Taïch. Il a accepté, Moshe, de vivre avec cet homme-là. C'est-à-dire que Moshe, il a simplement accepté de vivre dans l'entourage de Yitro. Il a accepté de faire grandir sa famille, sa future famille avec Yitro.
il a accepté de vivre dans le foyer de Yitro, avec sa femme et ses enfants. C'est tout ce qui est marqué. Il n'y a pas écrit dans la Torah qu'ils ont parlé, et qu'il a fait jurer, et que Moshe il a juré. Il n'y a pas écrit tout ça. Il y a juste écrit Vayoel Moshe Lachevet et Taïch, que Moshe a accepté de vivre avec cet homme. Alors regardez qu'est-ce qu'il dit le Maharal de Prague. Écoutez bien, c'est un peu profond. On a quelle classe ici? La seconde, première, terminale? Bon. Il va falloir vous accrocher un petit peu, hein. C'est pas grave. Mais c'est bien, ça décrasse le cerveau. Regardez ce qu'il dit le Maharal. Sheyesh bedivre chazal lachon ze omerken veken. Des fois, on trouve dans le langage des sages, où c'est marqué, celui-là il a dit comme ça, celui-là il a dit comme ça. Sous-entendu, les chachamim, ils ont formulé sous la forme d'un dialogue. Vekar pirusho. Et ça, c'est l'explication. Il dit comme ça. Shema shemitrayev misé alpi etsem mauto ou pnimiuto nikra sheu omerken. Ah, c'est incroyable, non? Je vais traduire. Alors, ce qui, chez Mitrayev, ce qui apparaît implicitement selon l'essence et l'intériorité de l'acte, Nikra, cela s'appelle qu'il a dit ainsi. Je vais vous traduire, je vais vous expliquer. En fait, dans la réalité, il n'y a pas eu de dialogue. Il n'y a pas eu de discussion entre Moshe et Yitro. Il n'y a pas. Ouais. Mais les Chachamim, ils déduisent de ce langage de Vayoel Moshe, que Moshe a accepté, que c'est comme s'il y a eu un dialogue. Mais le dialogue, il est sophistiqué. Donc on avait bien compris qu'à un moment ou un autre, Moshe, il a dû demander la main de Tzipora. Mais comme c'est marqué qu'il a accepté Moshe de vivre là-bas, le fait d'accepter, implicitement, ça implique qu'il y a eu un effort d'acceptation. S'il y a eu un effort d'acceptation, c'est qu'il y a eu des conditions. S'il y a eu des conditions et que ça s'est fait, ça prouve que les conditions ont été acceptées. Si ça s'est fait à 100%, ça veut dire que c'est une nature d'engagement qui est proche d'un serment. Donc il y a eu un serment. Ça va toujours? C'est clair pour vous? Alors maintenant, je vais vous donner une illustration, mais à l'envers. Comme ça, vous allez comprendre. Quand on fait quelque chose dans la vie, ça vous est déjà arrivé de faire quelque chose, oui, non? Oui. Alors, vous savez, il y a une phrase, comment on appelle un acte? Un marassé. Un acte, une action, c'est un marassé. Comment on appelle celui qui fait l'acte? Le rossé. Celui qui fait. Celui qui agit. Maintenant, il y a une phrase des Chachamim extraordinaire. C'est marqué Gadol amerassé minarosé. Il est plus grand celui qui fait faire que celui qui fait. Traduction. Si vous faites Shabbat, Kol hakavod, bravo, vous êtes une fille de Sadeket. Si vous avez une copine qui ne fait pas Shabbat, et vous lui parlez, vous la chauffez, vous l'invitez Shabbat, vous lui montrez la beauté du Shabbat, et maintenant elle fait Shabbat, et bien votre mérite à vous de faire Shabbat, il est plus grand que son mérite à elle de faire Shabbat. Mais suivez ou non? Gadol amerassé minarosé. C'est que si vous êtes ce qu'on appelle aujourd'hui influenceuse, mais une vraie, pas comme Nabila, d'accord? Donc si vous êtes une influenceuse et que vous réussissez à influencer quelqu'un, le mérite de celui qui influence est plus grand que celui qui fait. C'est bizarre, non? Ça va toujours. Alors si vous avez bien compris, vous avez bien accepté l'idée, donc il y a deux personnes. Il y a une personne qui est influencée, c'est le rossé, et il y a celui qui lui fait faire, le merassé. Gadol amerassé minarosé, il est plus grand celui qui fait faire que celui qui fait. Facile? Super. Maintenant, moi, je me suis permis une fantaisie intellectuelle, d'accord? Au pire, j'ai raison. De dire, pourquoi est-ce qu'on parle toujours de deux corps? Il y a deux personnes, deux corps, deux personnalités, un qui fait faire, ok? Moi, j'ai dit, tu sais quoi? Peut-être on peut dire ça dans la même personne. Vous me suivez ou non? La même personne. Vous-même, par exemple, ouais? Vous êtes une personne qui fait. Mais en vous, il y a une personne qui vous fait faire. Ça s'appelle la forme pronominale. Par exemple, vous vous levez le matin. Vous dites « je me lève ». C'est bizarre. Normalement, on aurait dû dire « je lève »,« me lève ». Pourquoi on dit « je me lève » ? Parce que le « je », c'est celle en vous qui veut se lever. Le « je », il est fort. Ouais. Et le « me », celui qui ne veut pas se lever. Le « me », le côté un peu bovin comme ça. Allah, lourd, blata. Mais lève-toi. Ça va,
Je vais me lever. Vous me suivez ou non? J'ai rien fait. Hein. Non, je sais que les cours sont renversants, mais à ce point-là, je ne pensais pas. Donc, c'est pas grave, il n'a pas supporté. Non mais, souvent quand je fais des cours, il y a des choses qui se passent comme ça. Parce que comme le Yetzirah, il sent qu'il est en train de perdre des clients, alors il essaye de faire le balagan. Mais vous, restez concentrés en un seul mot. Donc je répète. Chez vous-même, il y a une personne qui veut et une personne qui ne veut pas. D'accord? Comme à l'école, par exemple, vous savez que c'est important de travailler à l'école. Ok. Alors pourquoi vous glandez? C'est compliqué. La prof de français, elle vous donne la dissertation 15 jours avant. Pourquoi vous la faites la veille? C'est des phénomènes paranormaux. Ils vont faire une série sûrement sur Netflix sur ce genre de phénomène bizarre. Ouais. D'accord? Le prof de maths, il vous dit dans 15 jours, il y a un terreau. Quand vous travaillez la veille. Pourquoi? Pourquoi on est lourd? Pourquoi on est blata? Parce qu'en nous, il y a quelqu'un qui veut grandir, qui est mature, qui est adulte, qui veut réussir. Et il y en a un autre qui se laisse aller, ça va, c'est bon, on verra bien. De toute façon, j'ai mes parents, j'ai ma soeur, j'ai mon frère, Oui, on compte sur les autres. Or, sachez qu'un insouciant ne peut être insouciant que sur le crédit d'un soucieux. Par exemple, vous êtes dans l'âge de l'insouciance, ce qu'on appelle l'âge bête. Mais il n'y a pas de connotation. Tout le monde sait que c'est beaucoup plus grave. Ouais. Donc, il y a quelqu'un d'autre qui est, entre guillemets, intelligent pour vous. Pourquoi? Parce qu'on dit Katan en Bodaat, l'enfant n'a pas de conscience, Vegadol Omed al Gabav, mais il y a un grand au-dessus de sa tête. Non, moi je vous propose autre chose. Parce que vous n'êtes plus des bébés, vous n'êtes pas encore des adultes, vous êtes entre les deux, ça s'appelle la post-adolescence. Maintenant, peut-être qu'on se sert des adultes qui sont devant nous et autour de nous pour développer l'adulte qui est en nous. Le jour où vous aurez développé l'adulte qui est en vous, ça s'appelle le Da'at, vous n'avez plus besoin de la conscience et de la maturité de l'autre puisque vous avez développé la vôtre. Le problème, c'est que c'est tellement confortable de s'appuyer sur la maturité de l'autre, sur la sécurité de l'autre, sur la générosité de l'autre, sur la patience de l'autre, parce que le nerveux ne peut se permettre d'être nerveux que parce qu'il y a un patient qui le supporte. Le radin, parce qu'il y a quelqu'un qui va payer la facture. Vous me suivez ou non? Et la khmara, parce qu'il y a quelqu'un d'intelligent derrière qui va dire « Allez, fais attention ». La paresseuse, quelqu'un qui va la booster. Moi, ce que je vous propose, peut-être ça serait bien que vous contenez les deux. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que la personne en vous qui veut réussir son bac, qui veut réussir médecine, qui veut réussir son séminaire, qui veut épouser un Talmid Chacham, elle existe cette fille-là, quelque part. Ouais. Je ne parle pas des gens qui s'entraînent déjà à 16 ans. Je parle des gens qui comprennent qu'il faut se marier quand on est mariable. Encore hier soir, après le cours, un petit jeune il est venu, voilà, Rabbi Chetri, j'ai rencontré quelqu'un, ça a duré 6 mois, elle m'a jeté comme si de rien n'était, je suis troublé, j'arrive plus à me concentrer, je dis, attends, Mehila, quel âge tu as? Il m'a dit, j'ai 18 ans. Je dis, écoute, Calimero. Non, puisqu'il sort à peine de la coquille. Je dis, mais tu peux te marier dans 1 an? Tu peux être papa dans 2 ans? Tu peux payer un loyer? Non. Alors fais cette mitzvah. Occupe-toi de ton présent. C'est très bizarre, les jeunes aujourd'hui, vous voulez rencontrer à 16 ans, 17 ans, comme si, genre, vous avez peur d'être célibataire. Ou que les meilleurs, ils partent les premiers. Vous dites, ça y est, je vais me taper tous les restes du cajot. Non. Vous croyez en Dieu, non? Oui, non? Oui? Non, soyez sincères. Donc, le bon Dieu, il a prévu quelqu'un pour vous. Et si vous avez peur, oui, mais je ne sais pas comment il est, n'ayez pas peur. Son seul défaut, c'est qu'il vous ressemble. Je sais. Le pire est à venir. D'accord? Donc, ça veut dire qu'en vous, il y a celle qui veut et celle qui ne veut pas. Il y a celle qui travaille et celle qui glande. Celle qui rêve et celle qui assume. Vous me comprenez ou non? Maintenant, le corps, lui, c'est le OC, c'est lui qui fait. La personne en vous, le moi, c'est le Meracé, celui qui fait faire. Gadol a Meracé Minarosé, il est plus grand, celui qui fait faire que celui qui fait. C'est-à-dire qu'il est plus important, celui à l'intérieur, qui est le décisionnaire pour agir, ce qu'on appelle Mekor Haratson, la source de la volonté. Et si vous n'avez pas développé à l'intérieur de vous-même cette personnalité, automatiquement, vous allez être ou de l'intérieur, l'objet de votre Yetzirah, ou de l'extérieur,
la pression sociale et le regard des autres. Ça va? C'est pour ça que je vous dis dans chaque cours, le mot personne en français veut dire personne et personne. Personne, ça veut dire personne. Et personne, ça veut dire une personne. La valeur de la personne, l'importance de la personne, l'autonomie de la personne, le respect de la personne, le droit de la personne. Donc tu vois que la personne, c'est quelqu'un. Ou personne, c'est personne. Maintenant écoutez-moi bien. La seule manière de ne pas être personne, c'est d'être quelqu'un. Quelqu'un, c'est quoi? C'est unique. Donc la seule manière d'être quelqu'un, c'est de développer ton côté unique. Ça va? C'est quoi le Yetzer Hara? C'est d'être comme tout le monde. Mais je vous rappelle que si chacun c'est quelqu'un, parce que la Gemara dit que Shem, chez Partsoufem, Shonot, Kardartem, Shonot, la manière que les visages sont différents, les esprits sont différents, c'est qu'en vérité, il y a 7 milliards de personnes qui ne se ressemblent pas dans le monde. Donc on est tous différents. Mais on est différents si on réalise sa différence. Si on ne la réalise pas, elle reste à l'intérieur. Maintenant, le problème, c'est que comme c'est dire d'être soi-même, alors on essaye d'être comme les autres. Mais si chacun c'est quelqu'un, tout le monde, c'est personne. C'est vous, non? Vous êtes quelqu'un, quelqu'une, chacun. Ouais. Mais tout le monde, c'est quelqu'un ou c'est personne? Tout le monde. C'est personne. Maintenant, comment vous espérez devenir quelqu'un en faisant comme tout le monde? Et le but de quoi? De faire partie d'un troupeau. D'accord? Allez, ils sont tous sur Insta. Ils ont tous la même jupe. Tous les mêmes baskets. Ou le même Coca-Cola, les mêmes chansons, les mêmes musiques, les mêmes... Et ouais, ça s'appelle le mondialisme. C'est-à-dire la destruction de l'individu au profit de la masse. Mais la masse, c'est personne. La masse, c'est un troupeau. Vous voulez faire partie d'un troupeau. Hachem, il vous regarde comme des personnes uniques. Et vous dites, non, moi je suis comme tout le monde. Moi je suis citoyen du monde. Ça, c'est un gros projet mondial de détruire l'individualité. Donc votre personne, elle disparaît dans la masse. Après, vous suivez la mode de tout le monde. Après, vous écoutez les mêmes musiques que tout le monde. Après, sur Internet, vous avez un pseudo, donc vous n'êtes même plus vous-même. À la Sécu, vous avez un numéro, donc vous n'existez plus. Ouais. Ça, c'est le projet du monde. Le projet du monde de détruire la personnalité. Alors que le but de la vie, c'est ça la définition de la vie. Kol hachaim zelatzet min hakoach al hapoal, dit le Maharal de Prague. Toute la vie, c'est passer du potentiel au réel. Ça s'appelle en français se réaliser. Se réaliser, c'est exister dans la réalité. Exister, c'est exister. Extérieur, ister, être. Maintenant, est-ce que vous voudriez exister? Oui, non? Vous voulez exister? Vous allez dire, mais on existe déjà. Attends, on est quoi là? Si on n'existe pas. Non, il ne faut pas confondre être et exister. Être, ouais, le chapeau, il est. La table, elle est. Mais le chapeau, il n'existe pas. Parce que exister, c'est exprimer un potentiel. Celui qui n'a pas de potentiel ou celui qui n'a pas exprimé son potentiel n'existe pas. Mais à quoi sert l'école? À exprimer ton potentiel. À quoi sert le mariage? À exprimer ton potentiel. À quoi servent les enfants? À exprimer ton potentiel. En vérité, toute la vie, elle a été faite sous la forme d'un décapsuleur de potentiel. Ça s'appelle en français le devenir. Mais on ne peut pas devenir si on n'est pas. Donc il faut être. Qui c'est qui va te pousser à devenir? La personne à l'intérieur qui a cette ambition. Comment on appelle? Le jeu. Et le jeu, il va capter, il va utiliser ce qu'on appelle en hébreu le ratson. Et le ratson, c'est une énergie extrêmement puissante qui va vous amener quelque part. Le problème, c'est que si vous n'avez pas développé un jeu très très fort, la Anochiout, il appelle Yurav Yerucham, si vous n'avez pas un jeu, vous n'avez pas développé votre personne à l'intérieur, et que vous n'avez pas réussi à imposer votre personne dans la réalité, comment on appelle l'empreinte de la personne dans la réalité? La personnalité. Maintenant, si vous n'arrivez pas à développer votre personnalité, donc vous allez devenir une personnalité. C'est beau. Une personnalité. Je répète pour les gens qui pratiquent le cerf-volant de manière régulière. Vous captez les blagues ou non? Alors, si vous ne captez pas, je ne sais même pas ce que vous captez du cours, du coup. Ouais. Donc vous avez compris. Non, parce que Rav Israël Salater, il a dit
Le premier interdit de la Torah, c'est d'être bête. Assour liot ksim. Interdit d'être bête. Alors une fois, il y a quelqu'un dans une conférence, il m'a dit, excusez-moi, Rav, mais où c'est marqué dans la Torah? Je dis sur ton front, lettre d'or. Hamar. Tu veux savoir où c'est écrit dans la Torah qu'il ne faut pas être bête? Mais déjà, c'est bête de se demander où c'est marqué qu'il ne faut pas être bête. Pourquoi? Parce que c'est quoi bête? Bête, c'est le contraire d'intelligent. Ça va? Intelligent, c'est quoi en philosophie? C'est la capacité d'adaptation. Donc le contraire d'intelligent, la bonnerie avec une lettre d'écart, c'est d'être inadapté. Maintenant, c'est quoi l'adaptation? Il y a ton moi intérieur et la réalité. Toi, tu es en terminale, tu travailles en terminale, c'est normal. Toi, tu dis non, je suis en terminale, mais je pense à mon mariage, donc tu n'es pas en terminale, donc tu n'es pas adapté. Ouais. Ou alors tu penses au CM2, ou alors tu penses au solde, ou alors tu penses à une chanteuse, parce que toi aussi tu veux devenir, si Dieu veut, Blinéder, une chanteuse. Ouais. Donc pendant que tu penses à cette chanteuse, tu ne vis pas ta vie. Ça s'appelle une dérive du flux existentiel. Ça s'appelle gaspiller sa vie. Maintenant, vivre avec son temps, tu es en terminale, travaille la terminale. Tu es au séminaire, fais le séminaire. Tiens, en fac, fais la fac. Je vois les gens, ils sont là faire la fac. Ah oui, je suis pressé de travailler. Mais travaille. Tu dis, séminaire, oui, mais j'ai un copain. Mais si tu as un copain au séminaire, qu'est-ce que tu fais au séminaire? Va te marier. Oui, vous comprenez, je l'ai connu avant, mais tu n'as pas compris que le garçon que tu rencontres avant le séminaire et le garçon que tu rencontreras après le séminaire, c'est pas le même. Parce que toi, entre-temps, si Dieu veut, tu es monté de niveau. Et lui, il est resté chalalam, scooter, t-shirt et vitamines. Comment tu vas t'arranger avec lui? Il vaut même pas le mégot qu'il porte. Moi, je vois des filles, elles me disent, ah, mais comment je fais? Écoutez, j'étais amoureuse, on s'est rencontrés très très jeune. Maintenant, moi, j'ai beaucoup évolué, j'ai grandi, j'ai truqué, j'ai fait des études, j'ai fait avocate. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il mange des avocats. Il n'aime pas réfléchir, il n'aime pas assumer, ça le saoule, ça lui prend la tête, la Torah c'est pas pour lui. Combien de filles? Ah, Rabbi Chétri, j'ai rencontré un garçon, écoutez, je suis religieuse, de famille religieuse, de parents religieuses, mais j'ai rencontré un garçon qui a des midotes extraordinaires. Mais évidemment, parce que s'il avait ni la Torah ni les midotes, ils vont débarquer les pirates là. Donc c'est quoi l'idée? Chut, restez calme. Non, moi si je les vois rentrer, je m'en vais. Alors la fille, elle me dit, mais Rabbi Chétri, peut-être c'est ma mission. Ça y est, t'es devenue Mère Teresa maintenant. Moi, je m'occupe des Baral Teshuva. Mais toi, rencontre quelqu'un de ton niveau. Vous me suivez ou non? Parce qu'il faut savoir que le Yetzer Hara dans le couple, il va se servir des manques de chacun. Donc si toi, tu fais attention à la cache-route, lui, c'est ce qu'il va te dire. Il va te dire, tu me saoules avec la cache-route. Je ne mets plus les téphilines. Tu vas être comme ça. L'autre, il a épousé une non-religieuse. Elle dit, tu me saoules, je ne vais plus au mikvé. Après, ils appellent Rabbi Chétri, qu'est-ce qu'on peut faire? Je répète après moi. Id Gadal, Vid Kadash. Quoi, t'as été déporté? On vous a mis dans la même cellule? On vous a greffé des 6 mois? Il n'y a rien. C'est juste que le Yetzer Hara, il a fait un chidour. Vous êtes rencontrés dans une soirée où une copine, une folle, qui elle-même est dans la Touma jusque-là, elle a donné ton numéro. Et toi, en tout bien, tout honneur, BCBG, lo alenu simsilenu shomer negia. C'est-à-dire rien qu'on fait que parler, mais parler, communication, communiquer comme un. Et maintenant, tu dis, il y a des sentiments qui sont venus et je ne sais plus comment faire parce que je sais qu'il n'est pas sérieux, je sais qu'on est très éloigné, je sais qu'on n'a pas le même niveau intellectuel, je sais qu'on n'a pas les mêmes ambitions, je sais qu'il est caractériel, je sais qu'il est jaloux, je sais qu'il est limité au niveau du cerveau. Il a 2 QI, mais limité, ça s'appelle le QI. C'est le QI de l'oiseau. Mais je l'aime. Heureusement que j'ai fait des études de zoologie, la vérité. Je lui dis, mais excusez-moi, mademoiselle. Le garçon que vous aimez, il existe? Ou c'est celui que vous espérez qu'il devienne? Vous me suivez ou non? Est-ce que vous aimez un garçon qui existe? Ouais. Ou alors, vous aimez le garçon que vous croyez qu'il était, parce qu'il vous a fait plein de promesses sur la Torah, ou alors qu'il va devenir, parce qu'il a un potentiel. Maintenant, si vous aimez celui qui va devenir, donc pour l'instant, il n'existe pas. Ça s'appelle en français un espoir. Ça va? C'est qu'est-ce qu'il a dit, Ben Chétrit?
Il a dit un espoir au singulier, désespoir au pluriel. Prenez des notes, je ne comprends pas. Ça va vous servir. Les adultes, ils comprennent, puisqu'ils l'ont épousé, celui-là. Ouais. Mais, vous comprenez ce que je dis ou non? Allô? Maintenant, pourquoi ça m'intéresse de vous parler? Parce que si je vous parle aujourd'hui, et que vous évoluez, et que vous faites un petit programme que je vais vous donner gratuitement, si Dieu veut, je ne vous verrai jamais en consultation. Parce que le travail, il aura été fait avant. Mais si vous êtes plata, si vous vous laissez entraîner par votre Yetzerara qui va vous rendre Brel, et que vous épousez Jacques, imagine, Jacques, Brel, d'accord? Ça veut dire restez concentré, ne me quittez pas. Alors après, vous allez faire les rabbins, vous allez voir les psychologues, vous allez voir les marabouts, Masecha Hashem, à pleurer pour une erreur de jeunesse que vous auriez pu éviter si vous étiez devenu quelqu'un. Parce que quand on est quelqu'un, on ne peut pas épouser personne. Mais quand on est personne, on peut épouser personne. Ça fait un groupe de personnes. Vous me suivez? Donc quand je vous dis que quand vous faites quelque chose, c'est votre moi qui le fait. Mais ce moi-là, il faut le connaître. Ça s'appelle la connaissance de soi. Il faut le respecter. Ça s'appelle le respect de soi. Il faut le maîtriser. Ça s'appelle la maîtrise de soi. Il faut avoir confiance en lui. Ça s'appelle la confiance en soi. Si ce travail, vous ne le faites pas, ça ne viendra pas. C'est pas magique. Ça s'appelle le moussar dans la Torah. Le moussar, c'est pas la moussarazée, ça n'a rien à voir. Ouais. C'est le travail que vous faites pour développer votre personne. Alors je vous donne une image, vous allez tout comprendre. Il y a un garçon, il voulait faire de la musculation, des pompes. Vous savez ce que c'est les pompes? Ouais. Bon, tous vos copains, ils font des pompes, c'est normal. Ils espèrent d'avoir des pectoraux à défaut d'avoir un cerveau. D'accord? Mais restez calme. Ils sont une bande de copains, comme ça, ils sont 5-6. Il y en a, il a dit, moi, je fais 20 pompes. L'autre dit, moi, je fais 30 pompes. L'autre, il dit, moi, je fais 50. Un, il dit, moi, je fais 100. Ça, il y a un vantard toujours dans le groupe. Ouais. Il dit, tu vas faire 100 pompes, tu rigoles. Il dit, oui, je l'ai fait. Le gars, il dit, ok, tu sais quoi? Fais-le. Et il commence. Il fait 10, il fait 20, il fait 30, il fait 40. Et là, il sent qu'il va mourir. Il sent que les bras vont se détacher. Il a des crampes, il a mal, il va crever, il va mourir. Mais il sait que s'il finit pas, ils vont le charrier pendant au moins 10 ans après son mariage. Ils vont lui rappeler l'époque où il avait frimé. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il continue. 50, 60, 70, 80, 90, 100. Et là, il a tellement été au bout du bout, il tombe évanoui dans le coma une semaine. Au bout d'une semaine, il se réveille à l'hôpital et dit « Et voilà !» Il ne sait pas qu'il a dormi une semaine. Ouais. Maintenant, vous réfléchissez. Écoutez bien, tout ce que je vous donne, c'est des enseignements. Hein. Ça a l'air détendu, un peu délirant, mais tout ce que je vous dis, c'est des enseignements. Il faut juste prendre le temps. D'ailleurs, si vous avez l'occasion, là, le cours, il est filmé, il est enregistré, il sera sur YouTube. Je vais vous l'envoyer en vidéo et en audio. Si vous avez un petit peu de chorma, vous le prenez, vous le mettez par écrit, vous le découpez en 12 séquences et vous en faites une par mois. Et dans un an, on en reparle. Ça va? Sinon, vous pouvez faire 14 ans de thérapie aussi, ça, c'est le même. Il y a juste le prix qui sera différent. D'accord? Donc, regardez bien. La personne, quand elle a fait les pompes, elle a fait d'abord les 40. Les 40, elle avait fait avec son corps. Parce qu'elle avait la force, elle a fait. Au bout des 40, elle n'avait plus de force. Donc, les autres, les 60 de plus, elle ne les a pas fait avec son corps, parce que son corps, il était mort. Il les a fait avec sa volonté. Vous me suivez ou non? Ok. Maintenant, puisque la musculation, elle est en proportion de l'effort fourni. Donc, les 40 premiers, donc sur les 100 pompes, ça fait 100%. Les 40%, ils ont musclé son corps, les 40 premières. Les 60 d'après, ils n'ont pas musclé son corps, puisqu'il ne les a pas fait avec son corps. Il a musclé la volonté. Vous me suivez ou non? Ça s'appelle la musculature de la volonté. Maintenant, quand toi tu travailles à l'école, 2 choses tu fais. 1, tu absorbes les connaissances. 2, tu luttes contre le désir de glander ou de tricher.
Donc tu développes ta volonté. Quelqu'un qui t'énerve, et tu prends sur toi de ne pas t'énerver, tu vas muscler ta patience. Ça va? Maintenant, toi, tu n'as pas envie de réfléchir, parce que toutes tes copines, ouais, ça me saoule, j'ai pas la tête, j'ai pas les nerfs. On dirait que c'est une mitzvah d'être bête. C'est un phénomène. Et il y en a qui arrivent à un niveau de hassidout dans la lourdeur. Ouais. Tu dis non, moi je suis une bâtisse Israël, Hachem il m'a donné un cerveau, je veux réfléchir, je veux avoir une capacité de penser, je veux avoir une force d'analyse et je veux avoir une force de décision. Parce que si vous voulez avoir l'autonomie existentielle, la capacité d'exister par vous-même, il faut que vous ayez la capacité de réfléchir. Mais si le modèle de la jeune fille juive, c'est qu'elle soit ahmara, mignonne, sympathique, épilée et avec toute la même coupe, on dirait un troupeau, donc vous n'allez pas développer votre personnalité. Le problème, c'est qu'au moment de prendre une grande décision, qui tu épouses, c'est pas tes cheveux qui vont t'aider. Tu fais l'alia ou c'est pas ton épilation qui va t'aider. Ouais. Est-ce que tu dois faire du Kodesh ou du Chol? Est-ce que tu dois être Mora de Torah ou tu dois être prof d'anglais? C'est pas ton régime qui va t'aider. C'est pas ta jupe cintrée qui va t'aider. C'est ta personne. Maintenant, toi, tu vas décider, est-ce que ta personne intérieure, elle est prioritaire ou ta personne extérieure, elle est prioritaire? Est-ce que tu veux être quelqu'un qu'on va juger sur sa superficie, ça s'appelle en français la superficialité, ou tu veux être une personne qui va être jugée sur son intériorité, sur son essence, sur son essentialité? Moi, je ne vous regarde pas comme des filles. Moi, je vous regarde comme des neshamot. Je vous regarde comme des personnes, je vous respecte. D'abord, je suis jaloux de vous. Parce que moi, j'ai 60 ans, vous avez 17 ou 18. Donc, vous avez combien d'années d'avance sur moi? C'est pas une question, c'est une formulation. Vous avez compris l'idée ou non? Moi, quand j'étais jeune, j'étais un malade mental. Non, c'est vrai. J'étais malade. Ça veut dire que j'avais un très très gros souci. J'étais pas très religieux, mais j'avais un très gros souci d'être un CON. Un CON. C'est une catégorie de personnages qu'on trouve aussi dans les zoos, mais avec des poils. Donc j'ai beaucoup prié, je prie Hachem, je ne veux pas être un CON et je ne veux pas subir des CON. C'est pour ça qu'à l'âge de 14 ans, j'ai commencé à réfléchir sur des proverbes. Mais à 17 ans, je dictais des dissertes de philo à des deuxième années d'hypocagne. Je sais, vous savez pas ce que c'est? Ouais, mais c'est un très haut niveau. Et le prof, pour m'énerver, quand j'étais en première, il me donnait des dissertations, des sujets de dissertation de première année d'hypocagne. Et moi, quand je lui rendais, il dit, je te mets 19, je t'ai sous-noté pour pas casser le moral de la classe. Bon, c'est pas pour vous dire que je suis un génie, pour vous dire qu'un esprit moyen qui travaille régulièrement, il peut atteindre des résultats énormes. Maintenant, pourquoi c'était quoi le but? C'était pas d'épater le prof ou de faire genre le philosophe. Non, c'est parce que je savais que les plus grands choix de la vie, on les fait à 19, 20 ans, ouais, et que cette période-là, de 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, c'est la période la plus déterminante. Bah oui, parce que si tu travailles à l'école, bah tu développes ton niveau intellectuel. D'accord? Si tu fous rien à l'école, ton cerveau, il est léger. Si tu fais tes chouvas et tu es sérieuse dans ta religion, tu développes ton niveau spirituel. En fonction des deux, les études que tu vas faire. Parce que c'est très rare d'avoir 2 de maths et de faire médecine. C'est rare. Donc quand toi, tu as 19 de moyenne en maths, tu peux faire médecine, tu peux faire aussi des beaux-arts. Tu peux faire aussi le séminaire. Mais au moins, tu as le choix. Vous me suivez ou non? Maintenant, la capacité, par exemple, à faire des équations de manière rapide, accélère tes connexions. Si tes connexions au niveau du cerveau sont rapides, tu raisonnes plus rapidement. Si tu as développé la logique dans la physique et tu as développé ta sensibilité dans le cours de Torah et ta relation au divin en faisant tes ilim, tout ça c'est ta personne. Donc rappelez-vous, entre 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ouais, tu développes ton niveau intellectuel, ton niveau spirituel. En fonction des 2, les études que tu vas faire. En fonction des 3, le métier que tu auras. En fonction des 4, les gens que tu côtoies. En fonction des 5, les enfants que tu auras. Donc tout ça, ça se détermine dans cette période. C'est pour ça que le Yetzer Hara, il fait le balagan. Parce qu'il sait que s'il te plante ton adolescence, il te plante les 10 prochaines années. Mais oui, parce que si tu es une khmara, pourquoi tu vas épouser un gars compliqué? Tu dis, je vais épouser un khmar. Si tu es une paresseuse, tu ne vas pas engager des longues études. Tu vas dire, je vais faire un truc facile, ou la esthétique, ou la onglerie.
onglerie. Il y avait jonglerie, maintenant ils ont fait onglerie. Ouais. Mais onglerie, tu le fais comme un hobby, comme un amusement. Tu peux pas, c'est ton métier. Tu fais des grands. Celui qui peut beaucoup, il peut peu. Vous comprenez ou non? Moi, j'ai fait 15 ans de collège. Je peux tenir une entreprise. Je donne des conseils en psychologie. On me donne des pathologies graves et lourdes en psychiatrie. Je donne des protocoles. Je donne des conseils en marketing, en communication, à des coachings. Je fais plein de choses. Pourtant, je n'ai pas fait d'études, grâce à Dieu. Oui, parce que quand tu fais des études, il faut apprendre le faux pour savoir le vrai. C'est compliqué. Alors que la Torah, il n'y a que le vrai. Maintenant, quand tu développes ton intelligence, après, tu peux faire n'importe quoi. Puisque l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. Mais si tu es inadapté au niveau des connaissances, tu es nul, ça va être dur. Si tu es inadapté au niveau des midot, parce que tu es impatient, ça va être dur. Si tu es inadapté au niveau de la maturité, parce que tu es une gamine, ça va être dur. Toute la vie va être dure, toute la vie elle va être dure parce que tu as glandé pendant 5 ans. Vous me suivez ou non? Moi, j'étais dans un groupe de fous. Il y en a un, bon, moi j'ai fait beaucoup de philo, mais tout seul, pas dans les livres. Il y en a un copain, vous savez ce qu'il a fait? En seconde, il a fait maths sup. Non, en première, il a fait maths sup en même temps que seconde. Et en terminale, il a fait maths spé. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est qu'après le bac, il est rentré en école d'ingénieur. Il y en a un fou, il a fait dentaire et HEC en même temps. C'est ce que c'est HEC. Ouais, hautes études commerciales. C'est dur. Déjà, il faut faire une prépa de 2 ans. Lui, il n'a pas fait la prépa. Ouais, parce qu'encore une fois, il avait travaillé pendant les années d'avant. Il est rentré directement à HEC. Mais en même temps qu'il a fait HEC, il s'est inscrit en dentaire. Tu dis, attends, mais dentaire, ça n'a rien à voir. HEC, c'est la gestion commerciale. Dentaire, ben, c'est installateur et réparateur de salle à manger. Ça n'a rien à voir. Puis ça sert à rien. Pourquoi tu fais HEC et dentaire? Tu as qu'à faire ou dentaire ou HEC. C'est vrai ou non? Oui, non, oui. Oui, mais la différence, c'est que le gars, à 30 ans, il avait 32 cabinets dentaires. Parce qu'il a appliqué les process de HEC sur le dentaire. Vous me suivez ou non? C'est pareil. Si vous faites bien votre école, et vous faites bien votre séminaire, et vous faites bien, j'en sais rien, moi, André Néer, pour être directrice d'école, mais pour aussi développer une institut de développement pour les enfants en difficulté. Et si vous appliquez les méthodes pour les enfants en difficulté à des enfants normaux, ça s'appelle un accélérateur de maturité. Du coup, vous pouvez être générateur de grands cerveaux dans le peuple d'Israël. Ou alors, vous suivez régulièrement les séries sur Netflix. Voilà. Le néant, le vide, le rien, le Allah, le plata ou la vie. C'est ce qu'ils ont dit les psychologues. Ils ont dit que 87% des gens qui suivent une série de manière régulière font un transfert entre la série et leur vie. C'est ce que ça veut dire ou non? Donc je traduis. C'est-à-dire que la personne, elle regarde la série, puis dans la série, il y a un moment difficile parce que Jennifer, elle s'est fait jeter par Willy. Et la personne qui regarde la série, elle se met à pleurer. Elle a de la peine. Elle a de la peine parce que Jennifer, c'est une fille super. Elle s'est donnée à fond pour cette relation. Elle était prête à tout. Alors que Willy, eh ben, il est marié. Bah oui, à Willy. Mais la même fille, tu lui dis, tu sais, ton oncle, Albert, il est en chimio, il va peut-être mourir. Ah, tu dis, bah, chimie Azor. C'est que la fille, elle est complètement insensible à sa réalité, mais elle est hypersensible à la virtualité. Je ne sais pas si vous comprenez le niveau de gravité. Mais qui c'est qui fabrique ça? Tu crois que c'est Netflix? Mais non, c'est le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il s'appelle Melech Hadimayon, le roi de l'illusion. Le Yetzer Hara est intéressé à fabriquer des khmar. On a dit qu'un khmar, c'est quelqu'un qui est inadapté. Maintenant, tu es inadapté parce que tu es ignorant. Eh ben, apprends. Tu es inadapté parce que tu n'as pas confiance en toi. Eh ben, développe la confiance en toi. Tu es inadapté parce que tu ne te respectes pas. Eh ben, apprends à te respecter. Vous comprenez ou non? Tout ça, ça s'appelle en vérité les clés de la liberté. C'est comme ça que vous avez une chance de devenir vous-même. Sinon, qu'est-ce que vous voulez faire? Comme la majorité des khmar qui sont sur Internet, c'est ça que vous voulez? On arrive aujourd'hui à des non-sens extraordinaires. Il y en a, il m'a téléphoné. Il m'a dit, Rabben Chetrit,
pour la bar mitzvah de mon fils, on va amener des danseuses arabes. Elles vont venir à moitié nues. On les fait avant les téphilines ou après les téphilines? Je dis, écoutez, les téphilines, c'est pas la peine de les mettre. Il m'a dit, ah bon? Non, j'ai dit non, sinon servez-vous-en pour vous pendre. Je comprends pas, à une bar mitzvah, t'amènes des danseuses? Mais qu'est-ce que tu vas faire à une bar minan alors? Bar mitzvah, c'est fils de la mitzvah, et bar minan, c'est loin de nous. Comme disent les Tunisiens, simsileno. Ouais. Vous comprenez ou non? Mais ce problème, c'est quoi? En vérité, c'est un problème. C'est pas de la riche-route, c'est pas que les gens ils sont richaïm. C'est que souvent ils sont ignorants. Et quand ils sont ignorants, vous savez ce qu'ils font? Ils sont incohérents. Mais comme c'est difficile de rester longtemps incohérent, vous savez ce qu'ils font? Ils deviennent cohérents avec leurs incohérences. Vous me suivez ou non? Alors nous, on appelle ça rachat. Bon, les psychologues, ils appellent ça schizophrène. Il faut juste choisir de quel niveau de folie tu veux. Ouais. Maintenant, vous, encore une fois, je suis jaloux de vous. Vous êtes jeune, vous êtes pur, vous avez un cerveau prêt à absorber, vous êtes prêt à grandir, vous êtes des diamants. Donc si vous êtes des diamants, faites attention que si vous rencontrez un garçon qui vous demande par amour de devenir son cure-dent, parce qu'il dit, j'ai un truc là, ça ne te dérange pas si je me sers de ton corps pour combler des besoins personnels équatoriaux? Tu dis, mais de toute façon, je ne suis pas tellement religieuse. De toute façon, mes parents ne sont pas au courant. De toute façon, on ne fait rien de grave. De toute façon, on va se marier plus tard. Donc, si vraiment, Béhémet, vous l'aimez, et que vous êtes tous les deux dans la voiture, ou un dimanche après-midi, que vos parents ils sont partis faire les courses, et vous êtes les deux, assis sur le lit, et qui vous regardent avec des yeux, où tu vois que le mâle et son Annie se sont mélangés, ça s'appelle animal. Et qui vous dit, écoute, Jennifer. Elle s'appelle Jennifer, ça veut rien dire, mais chaque fois qu'on lui dit c'est toi qui l'as fait, elle dit je n'ai fait rien. Et l'autre il s'appelle Kevin. Kevin, parce que Kevin, ce qui va t'arriver. Donc il y a Kevin et Jennifer, et lui il dit, je t'en prie, laisse-moi un bisou. Je sais, on est chômeur néguillard, mais une petite caresse, que je vérifie que tu existes vraiment. Alors vous savez ce que vous faites? Écoutez bien, c'est un conseil que je donne dans toutes mes conférences aux jeunes filles. Vous le regardez bien dans les yeux et vous lui dites au nom de Rav Ben Chetrit, vraiment tu n'en peux plus là? Il dit j'en peux plus. Vraiment tu n'en peux plus? Il a dit j'en peux plus. Alors vous le regardez bien dans les yeux et en mon nom, vous lui dites crève. Mais crève! Eh bien je vais vous dire une chose incroyable. Ça fait plus de 30 ans que je donne ce conseil. Jamais une fille elle est venue me voir pour me dire « Eh ben il est mort !» Ils meurent pas. Ils meurent pas les garçons. Quand vous leur dites « Respecte-moi », je ne suis pas un objet. Je suis une Neshama. Je suis une Bat Israël. Mes enfants, mes parents ils ont investi 18 ans chez moi. Et toi tu veux m'utiliser comme une pomme? Mais quand tu m'auras mangé, qu'est-ce que tu vas faire avec le trognon? En plus, il vous prévient parce qu'à chaque fois, il te dit « Oh, t'es trognon, t'es trognon. » Donc, quand il veut s'approcher, vous dites « Mon chéri, mon cœur, mon amour, ma vie, mon futur mari, le père de mes enfants. » Tu vas attendre la présentation aux parents, tu vas attendre la roupa, tu vas attendre le mariage. Et après, si Dieu veut, dans la chambre à coucher, il va se passer ce qui va se passer. Mais en attendant, tu meurs, toi et ta mère. Je sais que vous n'avez pas l'habitude, mais moi je vais droit au but. Parce que des fois tu mets tellement de sauce, tu ne trouves plus la salade. Alors, chut, restez calme. Ça c'était en plus, parce que vous avez pris le forfait illimité, donc on revient dans le sujet. Donc c'est quoi l'idée? On a dit, donc, maintenant sachez que si vous ne vous respectez pas, vous ne pourrez pas arriver à dire ça. D'accord? Donc en préliminaire, d'être capable de le dire, il faut que vous compreniez quelle est votre valeur. Il faut que vous sachiez que vous êtes des diamants. Et quand l'autre, il va vous rabaisser à l'état d'objet, parce que les goïms, ils appellent ça l'objet du désir. Donc tu as compris que dans le couple, il y a l'homme qui est homme et la femme qui est objet. Mais vous, je ne sais pas quel est votre niveau de névrose.
Si vous pensez vraiment que vous êtes un objet, ouais, ou vous pensez que vous êtes une personne, bah, qu'il y a deux solutions. Ou vous êtes une personne avec une conscience, ou vous êtes un objet sans conscience. Maintenant, lui, il veut que par amour, vous rentriez dans cette dynamique d'objet. Et d'un autre côté, vous dites, c'est pas grave, parce que moi, je vais être son objet, lui, il va être mon objet. Non, 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 non. Les conséquences ne sont pas les mêmes pour les deux. Donc, faites-moi plaisir. Respectez-vous. Vous pensez à vos parents. Vous pensez à Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous pensez à Sarah Imenu. Ouais. Et vous sortez nickel, propre, magnifique, incroyable et surtout respectable. Ça va? Ok. Donc maintenant, cette personne-là qui fait ça, c'est la personne qui a développé son jeu. Et ce jeu-là, elle l'a mis dans la réalité. Donc en vérité, quand vous arrivez à un acte, quand vous arrivez à réaliser quelque chose, c'est parce que vous avez dit « je veux ». Maintenant, pour dire « je veux », il faut développer le jeu et il faut maîtriser le « veux ». Cette volonté-là, vous la mettez dans votre corps, elle s'appelle la motivation. Vous la mettez dans votre réalité, elle s'appelle vos actions. Donc vos actions sont l'expression de votre volonté. Maintenant, le monde extérieur, il va agir comme une espèce de compresseur, une espèce de paroi extrêmement épaisse d'acier. C'est dur de pénétrer la réalité, c'est dur de faire sa place, c'est dur de finaliser son diplôme, je sais pas moi, d'avocat, alors que l'examen du barreau, il tombe Shavuot. C'est dur de finir médecine avec un doyen qui est antisémite, c'est dur. Mais c'est dur aussi de rester sérieuse avec toutes les tentations qu'il y a à l'extérieur. Donc, la pénétration de la réalité, c'est-à-dire votre impact dans l'existence, il va dépendre de votre engagement de départ. Si votre engagement de départ, il est fort, il est clair, il est puissant, vous allez traverser la réalité comme une balle de fusil. Mais si votre engagement, il n'est pas clair, parce que je ne sais pas, je ne suis pas sûr de moi, je n'ai pas confiance en moi, j'ai toujours des incertitudes, j'arrive pas à prendre des décisions, et puis est-ce que je suis gentil, puis est-ce que je suis jolie, oh là là, il y a beaucoup de trous à l'intérieur. Maintenant, quand vous tirez une balle de fusil dans une vitre, elle traverse la vitre, oui. Quand vous jetez une éponge contre la vitre, elle ne traverse pas la vitre. Elle s'écrase lamentablement et elle glisse le long de la vitre, en laissant une trace de bave. Maintenant, pourquoi est-ce que la balle traverse la vitre et pourquoi l'éponge ne traverse pas? Vous avez fait de la physique, non? Parce que la densité moléculaire de la vitre, elle est plus que la densité moléculaire de l'éponge, premièrement. Deuxièmement, dans la vitre, il n'y a pas de vide. Ouais, c'est très concentré. Mais dans l'éponge, il y a du vide. La preuve, c'est qu'une éponge, on s'en sert pour éponger. Maintenant, comment vous épongez avec une éponge? Avec l'air qu'il y a dedans. Ça aspire. D'accord? Oui ou non? Maintenant, avec une éponge, vous pouvez aspirer, absorber de l'eau, absorber de l'urine, absorber un vin à 600 € la bouteille. Vous pouvez tout absorber. À cause de quoi? Du vide qu'il y a dans l'éponge. Ça va? Les filles du fond, vous avez du mal à vous concentrer? Si vraiment c'est difficile, vous pouvez sortir, ça ne me dérange pas du tout. Vous avez compris ce que je dis ou non? Maintenant, je vous donne un secret dans les conférences. Quand vous n'arrivez pas à écouter, c'est soit vous n'avez pas la maturité, soit vous êtes tellement concerné que le Yitzhara vous empêche d'écouter. Mais c'est la même chose, parce que concerné, ça s'écrit en 2 mots. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Ouais. On est en train de dire que l'éponge, elle absorbe n'importe quoi. À cause de quoi? Du vide qu'il y a dedans. Ça va? Jusque-là, c'est clair? Alors écoutez cette phrase de Ben Chetrit. Avant, je ne disais pas que c'était moi, maintenant je le dis, ça va plus vite. Écoutez bien. Mais c'est violent. Hein. Vous êtes bien ou vous êtes fatigué? Vous êtes bien? On est bien ensemble, là, vous êtes avec moi, je suis avec vous? Voilà. Non, je vous dis pourquoi. Parce que ça ne m'intéresse pas ce que vous entendez. Ce qui m'intéresse, c'est ce que ça provoque chez vous. On n'est pas en train de faire de la transmission d'informations, genre copier-coller de Ben Chetrit à un groupe. Non. On est en train de faire des changements à l'intérieur. C'est ça qui compte. Ça s'appelle la teshuva en hébreu. Ouais. C'est-à-dire retourner à l'essentiel. Écoutez cette phrase de Ben Chetrit. Elle est violente. Les adultes, ils vont bien comprendre. Le degré de pénétration des agressions extérieures dépend du vide intérieur. Je répète. Le degré de pénétration des agressions. Il y a des agressions. Quelqu'un t'a mal parlé. Il pleut. T'as raté un examen. Ouais. C'est une agression extérieure. Pourquoi ça rentre chez toi? Tu dis, mais comment ça rentre, mes raves? Vous savez comment il me parle? Ça me détruit. Mon père, il me fait des remarques, j'ai envie de mourir.
Aodon Kolo, pourquoi ça rentre chez toi? Il y aura des épreuves, toujours. Il y aura des difficultés. Il y aura des hauts, il y aura des bas, il y aura des jours bien, il y aura des jours difficiles. Il y aura des examens durs, il y aura des examens faciles. Mais pourquoi ça te trouble? Pourquoi ça te déstabilise? Bah, tu dis, mais ça me déstabilise, je viens de vous dire, parce qu'il m'agresse. Mais non, parce que ça rentre en toi. Pourquoi ça rentre en toi? Aodon Kolo, cousin de Marco Polo. Ça va? Il ne vous en faut pas beaucoup pour vous déconcentrer. Donc, tu sais pourquoi ça rentre en toi? Parce qu'il y a du vide. Le degré de pénétration des agressions extérieures dépend du vide intérieur. C'est-à-dire, tu peux avoir un patron très méchant, mais si tu es construite, ça rebondit. Ouais, tu peux avoir un mari immature qui te pique, comme ça, il te pousse à bout, comme ça, vous êtes les deux des gamins. Et toi, tu rentres dans le jeu, et après tu dis, oh, il m'a dit, elle m'a dit, il m'a dit, il m'a dit. Ou alors tu restes calme, tu dis, écoute, Ephraim, je voudrais qu'on arrête de se prendre la tête pour des gamineries, puisque ça fait quand même 14 ans qu'on est mariés, et qu'on se pose. T'as un problème avec moi, t'as un truc qui te dérange, je travaille. Moi j'ai un truc qui me dérange chez toi, tu travailles. Voilà, on va avoir un couple adulte, pas un couple enfant. Mais pour réussir à parler comme ça, il faut qu'il y ait quelqu'un dedans. Mais s'il n'y a personne dedans, parce qu'il y a du vide. Vide de quoi? Vide de quoi? Vide de toi. Donc ça revient au même problème que tout à l'heure. Il faut que tu construises ta personne. Donc vous avez compris que l'acte à l'extérieur, il est l'expression de la volonté à l'intérieur. Maintenant, pourquoi cette volonté, elle s'est réalisée? Parce que c'était un engagement. Tu sais comment on appelle un engagement? Un serment. Maintenant, revenez à Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit le Midrash? Que Moshe Rabbeinu, comme il a accepté de vivre avec Yitro, et que Yitro, il a une très grosse personnalité dans la Touma. Le fait qu'il a accepté de vivre avec lui, donc automatiquement, il sait qu'il va être dans l'entourage de Yitro. L'entourage de Yitro, automatiquement, il y a une influence, c'est obligatoire. Le fait que tu acceptes de vivre dans l'influence, tu acceptes de vivre dans la conséquence de l'influence. Ça va? Si tu es dans la conséquence de l'influence et que lui, il est Avodazara, automatiquement, ton premier fils, il va être influencé, il va devenir Avodazara. Tu n'as pas besoin de le dire, puisque tu as accepté de vivre dans l'influence. Vous me suivez ou non? C'est comme tu veux côtoyer que des imbéciles. Eh bien, tu vas devenir idiote. Pourquoi? Parce que ce qui se ressemble, s'assemble. Moi, je vous dis, quand j'avais 16, comme ça, 14, 15, 16, 17, j'étais un sauvage. Moi, j'étais dans les écoles Goy jusqu'à la seconde. Quand je suis rentré à l'école juive, moi, je croyais que tous les juifs, c'était Moshe Rabbeinu. J'étais Mia. Ouais. Donc, je suis arrivé dans une école juive, qui n'avait de juifs que le nom. Et puis, dès que je suis arrivé, on m'a dit, tu viens, on fait une boum. Je dis la vérité, moi, j'avais pas besoin de ça pour m'éclater, mais bon, boum. C'est pas grave. Je lui dis, non, je vais pas une boum. Parce que je passais 8 heures par jour à réfléchir. Après, il me dit, bon, on se fait la bise. Je dis, on est en famille. Ils ont cru que j'étais cinglé. En vérité, j'étais pas cinglé. J'ai essayé de rester normal, malgré que la normalité, elle était devenue anormale. Je sais pas si vous... Donc je réfléchissais beaucoup, alors que la mitzvah, c'était d'être bête. Quand le prof de maths, il donnait 4 exercices de maths, vous savez ce qu'on faisait avec les copains? On en faisait 40. Vous priez, vous dites, ah, pourvu qu'il meure avant l'interro. Non. Non. Nous, on prenait les 4 exercices qu'il avait donnés, plus les 10 qu'il y avait dans le livre, plus on allait chez Gilbert Jeune, on achetait 4 livres de maths, et on faisait tous les exercices sur la leçon, exprès. Pendant les cours de français, c'était l'année de première, tout le monde écrivait le commentaire de texte. Vous savez comment ça se passe dans les écoles? Le prof, il te donne un commentaire de texte, tu l'apprends par cœur, tu arrives au bac, tu le récites. Et moi, je prenais pas de notes. Comme ça. Alors, il me disait, Ria, vous prenez pas de notes? Je dis non. Je dis, mais il me dit, vous voulez pas réussir le bac? Je dis non. Comment ça, vous voulez pas réussir le bac? Je dis non. Alors, c'est quoi votre projet? Je dis, mon projet, c'est d'être prof de français. En fin de première. Il me dit, mais comment c'est possible? Je dis, bah, je lis 2000 pages par mois, depuis l'âge de 16 ans. Et au lieu d'écouter votre commentaire à 2 balles, je regarde les filtres que vous utilisez pour analyser le texte. Et j'ai vu qu'avant le cours, vous prenez un livre de français, vous l'ouvrez n'importe où, et vous lancez directement dans l'analyse. Donc j'ai dit, comment il peut analyser un texte qu'il n'a jamais lu? Ça prouve qu'il a des filtres. Donc moi, qu'est-ce que je fais? J'analyse les filtres. Maintenant que j'ai trouvé les 9 filtres que vous avez, moi aussi,
Je peux faire une analyse de texte. Dans les textes que j'avais mis d'ailleurs, quand il y avait les bacs blancs, je disais au gars, donne-moi le texte qu'il t'a donné, vite, 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 donne-moi le texte. J'ai jamais lu. Je disais, tata, tu dis ça, 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 tu dis ça. Le mec, il avait 18. Il me dit, mais comment tu fais? Je dis, parce que je veux pas être dépendant du commentaire. Je veux avoir mon autonomie intellectuelle. Maintenant, encore une fois, c'est plus dur parce qu'il faut se casser la tête. Alors que d'être Brel, c'est tellement plus simple. C'est sûr, pour emmener un avion sur la Lune, il faut des milliers de litres de kérosène. Mais pour le faire tomber, il suffit de couper le contact. Pour être intelligent, il faut se casser la tête. Mais pour être Brel, il faut être naturel. Voilà. Donc si vous avez cette ambition de devenir des lumières, ouais, d'éclairer votre maison, d'épouser des hommes de valeur, pas des jbeb, que ça va faire un club de jbeb, qu'on peut calculer déjà à peu près la date du divorce le jour du mariage, puisque de toute façon vous avez décidé tous les deux de ne pas vous investir et de ne pas changer. Eh ben oui, je les ai toute la journée au téléphone. Eh ben je ne changerai pas. Rav Ben Chetrit, je ne changerai pas. Mon père, il n'a jamais changé. Ok, mais ta mère, elle s'est suicidée. C'est vrai. Oh, vous savez ce que c'est un couple marié? Vous savez ou non? Parce qu'ils ont fait la choupa. Non, c'est une formalité. Un couple marié, c'est un couple qui change pour l'autre. Que chacun il change pour l'autre. Comment vous savez si des parents, ils éduquent des enfants ou s'ils élèvent des enfants? Parce que l'autre, il élève des bovins, l'autre, il élève des poules. Alors, il doit être un super pédagogue. Ça fait 30 ans qu'il élève des poules. Non, la seule manière de savoir si tu éduques un enfant ou si tu élèves un enfant, c'est que toi-même, tu changes en même temps que l'enfant. Toi-même, tu évolues en même temps que l'enfant. Parce qu'en fin de compte, tu t'éduques à travers l'enfant. L'enfant, il est éduqué par toi et toi, tu es éduqué par lui. Pourquoi? Parce que l'enfant, ne le dites pas à vos parents. Hein. L'enfant, il vient des parents. Vous savez ça. Donc tout ce que vous n'avez pas travaillé en tant que célibataire sur votre profil spirituel, votre profil intellectuel et votre profil de midot, tout ce que vous n'avez pas travaillé, tout ce que vous n'avez pas comblé, tous les manques que vous avez cumulés, vous me suivez ou non? Vous l'épousez. Bon, ça s'appelle mes avgim, les filles marasav. C'est que si toi, tu es une menteuse, ou tu vas épouser un gars qui ne ment jamais, tu vas mourir, ça va être l'enfer, ou tu vas épouser quelqu'un qui ment plus que toi, jusqu'à ce que tu règles ton problème de mensonge. Si toi, tu es incohérent dans la religion, tu vas trouver quelqu'un qui lui aussi est incohérent. Maintenant, toi, tu seras incohérent sur la sniout, lui va être incohérent sur le Shabbat. Vous allez vous engueuler toute la journée, mais en vérité, vous êtes pareils les deux. C'est que le défaut majeur de la personne que tu épouses, c'est ce qui te ressemble, mais en complémentaire. Vous me suivez ou non? Donc, numéro 1, tu te construis en tant que célibataire. Tout ce que tu n'as pas finalisé, tu l'épouses. Attention. Et après, il y a le Shalom Bayit. Dans le Shalom Bayit, qu'est-ce qu'il fait? Toi, tu te complètes, moi, je me complète. Les deux, on se complète, ça va? Quand tu te complètes, tu changes ta personne. Ta personne, elle s'inscrit dans ta semence. La semence, elle donne le bébé. Donc, tout ce que tu n'as pas complété en tant que couple, tu l'accouches. Vous suivez ou non? Maintenant, avec ton conjoint, tu peux tricher. Tu peux dire, il est bête, on s'est marié trop vite, on n'a pas le même niveau de religion, on n'a pas la même façon de penser. Mais le bébé, il vient de toi. Il vient de toi. Là, t'es que le toi. Vous me suivez ou non? Donc, quand tu vas voir un enfant têtu, et tu sais que t'es têtu, tu peux pas dire, il est têtu comme sa mère. Vous me suivez ou non? Si toi, t'es une hypocrite, et que le gosse, il est hypocrite, tu dis, mais d'où il sort cet hypocrite? Mais le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Qu'est-ce qu'il a dit le professeur Wallo? Vous le connaissez ou non? Il a dit les pommiers font des pommes, les poiriers font des poires, et les khmariers, ils font des khmar. Donc quand toi tu as décidé d'être une fille extraordinaire, ça veut dire aussi que tu vas avoir droit à un homme extraordinaire. Et que si Dieu veut, vous allez avoir des enfants extraordinaires. Sinon, Hazvi Shalom, vous allez avoir des enfants extraordinaires. Tu dis, mais comment ils peuvent tellement être ordinaires? Mais ils sont ordinaires parce que tu es ordinaire. Je sais pas, c'est évident. Vous comprenez ou non? Pourquoi je vais te donner le gadolador? Pourquoi je vais te donner un enfant qui connaît toute la Torah entière, alors que ce qui t'intéresse, c'est de savoir si Brad Pitt, il a eu un petit garçon? C'est ça ton projet, c'est ça ton but, c'est ça ta vie. Donc tu es dans le superficiel. Le superficiel, il est pour le superficiel. L'essentiel,
Il est pour l'essentiel. Maintenant, c'est quoi le projet du monde? Vous savez ce que c'est le projet du monde? C'est d'amener le Kavod Hashem dans le monde, d'amener la présence divine. Et c'est quoi le projet d'un couple? C'est d'amener la présence divine dans un couple. Mais la présence divine, vous savez ce que c'est? C'est la communion des bonnes volontés. La volonté, d'où elle vient? De la Neshama. Mais pour que ta volonté s'exprime, il faut que tu maîtrises ton Yetzer Hara. Donc quand toi, tu ne maîtrises pas ton Yetzer Hara, tu n'existes pas. Si toi, tu n'existes pas et ton mari n'existe pas, parce que lui aussi, il est soumis à son Yetzer Hara, donc vous ne pouvez pas coexister, puisqu'ils ne peuvent pas coexister des gens qui n'existent pas. Or, la Shekhinah, c'est la communion des existants. Donc, quand vous êtes en train aujourd'hui de travailler vos midotes, de vous améliorer au niveau spirituel, de faire attention à votre pudeur, d'améliorer votre Shabbat, de ne pas vous laisser entraîner à écouter des bêtises, de ne pas apprendre par cœur des chansons de rappeurs qui ont le cerveau râpé. Mais sinon, écoutez de la musique classique. Et lisez des poèmes qui ont un sens. Et lisez des Tehillim et réfléchissez à des Pirkei Avot. Vous savez, moi, quand j'avais 17 ans comme ça, j'étais à l'école de l'Alliance. Bon. Et il y a un petit jeune qui faisait des Pirkei Avot. C'était un petit religieux. Je lui dis, qu'est-ce que tu es en train de lire? Il m'a dit, il est en train d'apprendre. Imen, Anili, Mili, Veim, Lo, Arsha, Vematai. Je lui dis, traduis-moi. Moi, j'étais nul. En hébreu, j'étais nul. Je lui dis, ça veut dire quoi? J'étais très très bon en philo, mais j'étais nul. Il m'a dit, Im, En, Anili, Mili. Si je ne suis pas pour moi, qui est pour moi? Veim, Lo, Arsha, Vematai. Et si c'est pas maintenant, c'est quand? Je dis, mais tu te rends compte que là, il y a toute la problématique de l'homme. Bah oui, parce que la seule manière de devenir soi-même, c'est de créer un moi en moi qui va s'occuper de moi pour que je devienne moi. Ça va? Si j'ai pas créé ce moi intérieur, ce qu'on a dit, la conscience, la maturité, donc je vais être impulsif, je vais être dans la matière, je vais être un animal, puisque on m'énerve, je m'énerve, on me dit à manger, on me donne à manger, je mange, on me fait un compliment, je suis content. Donc ça veut dire que ton moi, il est totalement sur l'extérieur. Il n'y a pas l'autre moi, au-dessus de moi, qui me dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ça s'appelle Im, En, Ani, Li. Il y a le moi qui est Ani, et Li c'est... Bruce, qui alors? Non, Li, c'est pour moi. Donc je développe un moi qui s'occupe de moi, je développe un adulte qui s'occupe de l'enfant qui est en moi, je développe, on a dit, une travailleuse qui s'occupe de la glandeuse qui est en moi, pour que je devienne moi. Mais cette problématique de réflexion et de développement personnel, ouais, elle est soumise à une contrainte qui s'appelle le temps. Ve'im lo arshav et ma taille. Parce que toi tu dis, ouais, je vais faire 22 ans de thérapie. Mais chérie, tu as 48 ans, comment tu vas faire pour te marier? Tu as déjà 49 ans de différence avec ton fils. Oui, mais j'avais besoin de prendre le temps, j'avais besoin de ressentir, il fallait que les choses elles viennent, le temps, donner du temps au temps. Non, tu peux pas. Parce qu'il y a deux problématiques. Il y a une problématique qui s'appelle l'évolution et une problématique qui s'appelle le temps. Comment on appelle la communion des deux? Le temps et l'action. L'efficacité. De faire ce qu'il faut, quand il faut, de dire le mot précis, de faire le geste précis. Donc c'est bien à 17 ans d'avoir 17 ans, c'est bien. Parce que les trois quarts, ils ont 12 ans. Mais c'est bien à 30 ans d'avoir 30 ans, parce que les trois quarts, ils ont 17 ans. Vous comprenez ou non? La preuve, c'est le mal vécu de la réalité. Pourquoi tu stresses quand tu as un examen? Pourquoi tu stresses quand on te demande de te remettre en cause? Pourquoi tu stresses quand on te demande de prendre une décision? Pourquoi? Tu sais pourquoi? C'est quoi le stress? Vous savez ce que c'est le stress? Le stress, écoutez bien, c'est le malaise développé par la différence entre la personne que tu es censé être et la personne que tu es. Donc si tu es une élève de terminale et que tu arrives au bac, le sujet du bac, il est c'est un sujet moyen pour un élève moyen qui a travaillé de manière moyenne. Mais si tu comprends rien, c'est que tu n'es pas adapté. Donc comme tu n'es pas adapté, parce que toi, à l'intérieur, tu t'as arrêté de travailler en seconde, et maintenant tu es en terminale, parce que tes parents c'est des gros donateurs, ouais. Du coup, tu n'es pas adapté. Comme tu n'es pas adapté, il y a une différence entre ton moi intérieur, ton moi extérieur. Ça va toujours. Or, qu'est-ce qu'elle crée? La réalité, elle crée une pression. À cause de quoi? À cause du fait que tu n'es pas à ton âge. C'est-à-dire, si tu as travaillé la seconde, tu as travaillé la première, tu as travaillé la terminale, tu es un élève de terminale. Pour un élève de terminale, une interro de terminale, c'est normal. Mais si dans le fondamental, tu n'as rien foutu depuis la seconde, donc tu as un niveau de seconde. Quand tu es en seconde et qu'on te demande un examen de terminale, tu dis je vais mourir. Et qu'est-ce qu'il a dit Ben Chetrit? Une pression, ça va. Dépression, ça va pas. Mais qui est-ce qui a créé la pression? C'est toi en glandant. Donc qu'est-ce qui fait le Yetzer Hara? Il te fait glander.
Et donc, qui t'empêche de grandir. Et comme tu grandis pas, tu augmentes la pression. Et quand tu augmentes la pression, qu'est-ce que tu fais? Tu baisses les bras. Et quand tu baisses les bras, tu te déprécies. Et quand tu te déprécies, tu épouses un brel. Parce que tu dis, de toute façon, je vaux rien. Mais si tu avais travaillé, tu aurais développé ta valeur personnelle. Ta valeur personnelle, elle t'aurait donné la confiance. La confiance, elle t'aurait donné de l'ambition. L'ambition, elle t'aurait dit, ben, pourquoi je n'épouse pas un tzaddik? Je suis une tzadikette. Vous avez compris comment il travaille le Satan? C'est pour ça que l'Agmara a dit que le Satan ne s'attaque que à celui que l'Ibopanouille, son cœur est vide, parce que le cœur c'est le moi, donc vide de toi, ou celui qui est Peba Bessimcha, qui est triste. Or c'est quoi la joie? La joie c'est la satisfaction d'être. Donc quand le Yetzirah t'empêche d'être, automatiquement tu es triste. Maintenant vous voulez être vous-même? Vous voulez être vous-même? Il faut le dire. Je sais pas, j'ai l'impression de parler de plan à place d'asperge. Non, je rigole. Vous avez compris ou non? Vous voulez être vous-même. Vous voulez être Bessimcha. Vous voulez être pur. Vous voulez grandir. Alors je lui dis, c'est marqué ici. La réalité qu'il y aura devant toi, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, c'est maintenant que tu la décides. Ben oui, pourquoi? Parce que sauf Marassé, Bemachashava Techila. La fin de l'acte est dans la pensée au départ. Mais qu'est-ce que ça veut dire Machashava? La pensée. Mais ça vient du verbe larchov qui veut dire penser. Et du mot chashuv qui veut dire important. Donc quand tu dis Ani Choshev, ça veut dire je pense. Mais quand tu dis Ani Marchiv, ça veut dire je considère. Ça va? Maintenant moi je vous donne un conseil. Écoutez bien. Sauf Ma'aseh, Bemachashava Techila, c'est pas genre avant la réalisation, il y a la théorie. Avant la pratique, il y a la théorie. Il y a le Ma'aseh, qui est la pratique, et il y a la pensée, qui est la théorie. Non. Ne traduis pas Machashava en tant que pensée. Traduis la Machashava en tant que important. Ça veut dire que essaye de faire que ce que tu fais, que ce que tu dis, que ce que tu penses, c'est en fonction de ce qui est important pour toi. On appelle ça en français la conviction, l'intime conviction. Maintenant, tu étudies la Torah, fais rentrer la Torah dans ton cœur. Oui, tu te casses la tête dans les mathématiques, fais-les rentrer dans ton cœur. Tu essaies de comprendre l'économie, fais rentrer dans ton cœur. Ça veut dire que ça devient ta pensée, pas ta connaissance. Vous me suivez ou non? Parce qu'une clé USB, vous pouvez mettre 50 000 livres dedans, mais vous lui faites le kavod. Non, tu sais pourquoi? Parce qu'elle a fait copier-coller. Donc si toi tu fais copier-coller, mais tu ne deviens pas... Donc ta personne, elle est nulle, mais avec la connaissance en plus. Non, il faut que tu deviennes ce que tu penses. Non, il faut que tu deviennes ce que tu sais. Maintenant, comment tu sais que tu es devenu ce que tu sais? Parce que tu le penses. Maintenant, comment tu sais si tu penses que tu penses? Parce que tu vis en fonction de ce que tu penses. Maintenant, si tu dis, ouais, c'est important la sniout, et dès que tu sors de l'école, tu te mets en pantalon, t'as un problème dans ta tête. Si tu dis, ouais, c'est normal, faut pas se maquiller, la morale a dit qu'il faut pas le faire. Après, tu t'arranges bien. Comme ça, quand tu prendras le train, tu pourras impressionner Mouloud et Kamel. Puisqu'il y a un projet en soi, si tu veux aller vivre en Algérie. D'accord? Mais, ouais. Mais vous avez compris l'idée? C'est-à-dire que si tu vois que tu es incohérente, si toi-même tu te moques de toi-même, si toi-même tu n'es pas clair, si toi-même tu n'es pas toi-même, tu vois que tu ne vis pas ta vie. Mais alors pourquoi c'est difficile? Je vous dis pourquoi. Parce qu'à l'extérieur, il y a ce qu'on appelle la pression sociale. Il y a ce qu'on appelle les ambiances. Ouais. Il y a ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Et c'est très très fort, c'est très puissant. Vous savez que c'est fabriqué pour manipuler les cerveaux, vous savez ça? C'est tellement de la manipulation que les créateurs des réseaux sociaux, ils interdisent à leurs enfants d'avoir des smartphones. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire qu'ils savent que c'est dangereux. Ils le savent. Mais alors pourquoi c'est dangereux? Parce qu'il y a deux... Vous êtes bien là, vous êtes fatigués? Levez la main celles qui suivent. C'est pas mal, on a pratiquement une majorité. Hein. Parce que là, ça fait 1h09 que vous me subissez. Donc il y en a un tiers de la salle qui doit prier pour que je m'étouffe. Mais, parce que vous êtes fatigués. Mais vous savez, je viens une fois par an. Et si vous réfléchissez bien sur ce que je vous donne, vous avez à peu près 10 ans d'enseignement. Maintenant, vous n'êtes pas obligé. Personne n'est obligé d'évoluer, on peut rester brel.
Il y en a même qui appellent ça le bonheur, ouais. Mais regardez cette force. Vous savez, tout le monde connaît l'histoire de Lot. Lot, il était à Sodome et Gomorrhe, c'est-à-dire à Las Vegas. Ouais. Il vivait là-bas avec sa femme et ses enfants. Un jour, Hachem, il a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. Sodome va à Mora. Ouais. Les filles du fond, je vous dérange? La vérité, je ne veux pas faire bitou. Je vous dérange? Non, c'est vrai. Donc, écoutez bien, dans la loi d'Edbrel, mais pour soi-même, pas pour les autres, c'est dommage. Donc écoutez bien. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Hachem, par le srout de Abraham, il a dit, on va sauver Lot et sa famille. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez l'histoire. Il a dit à Lot et sa femme, d'accord, et ses deux filles, parce que les gendres, ils n'ont pas voulu venir, il a dit, écoute, la ville va être détruite, il faut partir. Les maris, ils ont dit non, tête dure, je ne sais pas de quelle origine du Maghreb ils étaient, ils n'ont pas voulu. Bon, c'était des fabricants de cuir, ça s'appelle la maroquinerie, d'accord? Et ils sont restés sur place, et donc, Lot, il est parti avec sa femme et ses deux filles. Mélange, il leur a dit, attention, attention, ne regardez pas en arrière. Vous connaissez l'histoire. Maintenant, c'est très intéressant, il ne devait pas regarder en arrière. Mais en vérité, si vous regardez les commentaires là-bas, c'est pas style la ville de Sodome, elle a été détruite. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il y a du feu qui est descendu du ciel, mélangé avec du soufre. Et toute la ville, elle est devenue, elle a été brûlée chimiquement, et elle a été détruite physiquement. Il n'est resté, écoutez bien ce que je vous dis, que des sels minéraux. Si vous prenez un corps vivant et vous enlevez l'eau, ouais, qu'est-ce qui reste? Les sels minéraux. Dites-moi, de quoi elle est remplie la mer morte? Il y en a qui disent que c'est les cadavres de l'époque des gens qui habitaient là-bas. Restez calme. C'est pour ça que c'est bon pour la santé, c'est plein de vie en fait. Là vous dites, là j'arrête les Ahava et tout ça, là c'est terminé. Ouais. Non mais écoutez bien. Maintenant, il dit quand ils vont revenir. Donc, écoutez bien. Maintenant, l'Or HaChaim Akadosh, il dit que toute la vallée, elle a été détruite. Vous avez déjà été à la mer morte ou non? Mais c'est très bizarre. C'est pas seulement que la mer, elle a une densité de sel incroyable. C'est tout autour de la mer morte. Vous avez vu, vous roulez en voiture. Il n'y a pas d'arbres. Il n'y a pas d'herbe. Il n'y a pas de buisson. Il n'y a rien. C'est mort. C'est bizarre, non? Il dit pourquoi l'Or HaChaim? Parce qu'en fait, c'est pas seulement que genre il y a un feu qui est descendu du ciel. Il dit la terre, elle s'est retournée. C'est-à-dire que tout ce qui est en dessous de la terre, le magma, ouais, en fusion, il est venu en hauteur. Donc, en fait, tout ce qui est vivant est mort. Parce que c'est pas possible. Je vous dis, vous marchez, vous roulez en voiture, il n'y a pas un buisson, il n'y a pas de l'herbe. Il dit à l'époque, l'Or HaChaim, à l'époque, c'était verdoyant. Mais comment, quand vous êtes en Normandie, vous roulez en Normandie, vous voyez des prairies, des arbres, des prairies, des buissons, des forêts. Imagine, tu vas là-bas, il n'y a rien. Où ils sont partis toute la verdure? Elle a été détruite. D'accord? Donc ça veut dire que tout le coin, il s'est retourné. Maintenant, vous roulez sur les kilomètres et c'est le désert. Mais avant, c'était verdoyant. Donc ça veut dire que la femme de Lot, elle était là-bas, on lui a dit ne te retourne pas. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est retournée, vous connaissez l'histoire? Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est retournée et elle est devenue en statue de... Pourquoi elle n'est pas devenue en statue de chocolat? Pourquoi elle n'est pas devenue en statue de sucre? Le pain de sucre? Il dit Rav Dessler, écoutez bien, c'est très intéressant. Il dit parce que elle a regardé ce qui se passait là-bas. Mais là-bas, ils étaient en train de devenir en sel, je viens de vous l'expliquer. Qu'à cause de la chaleur et du soufre, ils sont devenus des sels minéraux. Elle a regardé ce qui se passait là-bas, et elle est devenue comme eux. Mais elle n'était pas là-bas. C'est comme si il y a un four, et je sais pas moi, il y a un rôti qui est en train de cuire dans le four. Le gars, il regarde ce qui se passe dans le four, et lui, il commence à cuire. Mais lui, il a des jumelles, donc il est à 1000 mètres du four. Comment il peut cuire? Parce qu'il regarde. Vous savez, c'est quoi le regard? Le regard, c'est la continuité de la pensée. Parce que, attention, ce que tu vois, ça te fait penser. Ouais, attention. Et tu vois ce que tu penses. Par exemple, quand tu es amoureuse, tu vois que des qualités. Tout le monde te dit, il n'est pas sérieux, il n'est pas normal, il fume des joints, il traque ta sœur. Ouais, toi, tu dis, ouais, parce que vous êtes jalouse. Alors on dit, l'amour est aveugle. En vérité, c'est un autre mot, mais on veut rester poli. Vous avez compris ou non? Donc ça veut dire que, attention, tu penses à ce que tu vois,
et tu vois ce que tu penses. Ça va toujours? Maintenant, si tout se passe dans la tête, et que la tête c'est le sommet du corps, donc comme elle regardait là-bas, automatiquement, ce qui se passait là-bas, c'est rentré dans sa tête. Et comme la tête, c'est le centre de contrôle du corps, donc son cerveau, il lui a renvoyé en elle ce qui se passait là-bas. Du coup, elle est devenue enceinte. Ça va toujours? Vous avez compris l'idée? Voilà. Ça s'appelle aussi l'influence de l'entourage. C'est que quand tu écoutes la musique d'un rappeur, tu sais que lui, il prend de la drogue toute la journée. Mais tu t'imprègnes de ça. Vous comprenez ça? Quand tu vis dans un entourage de fous, tu t'imprègnes de l'entourage. Vous savez, il y avait un rave, il avait vécu toute sa vie à Bnei Brak. Il n'est jamais sorti de là-bas. Depuis les camps de la mort, il est rentré en Israël, il a vécu à Bnei Brak. Il était d'une kedusha incroyable. Pour vous dire que dans les camps de la mort, il est rentré 2 fois dans les chambres à gaz, 2 fois dans le four crématoire et 2 fois il est sorti vivant. C'est qu'il est ressorti, le mec qu'il a vu, il n'était pas brûlé, il n'a pas compris. 2 fois, pas 1, 2. Tu dis le truc il n'a pas marché, ils avaient mal branché le thermostat. Non, 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 il est rentré, il est ressorti vivant, 2 fois. Celui-là, il avait une sainteté incroyable à Bnei Brak. Un jour, il avait un fils adoptif qui s'est marié à Paris. Il est donc venu à Paris. Écoutez bien, il est venu à Paris. Il arrive à l'aéroport d'Orly. Il est sorti de l'avion. Ce qu'il a vu à l'aéroport, c'est un aéroport. C'est pas une plage à Ibiza. Ce qu'il a vu à l'aéroport, ça l'a tellement choqué qu'il a fermé les yeux, il a repris un avion, il est reparti en Israël. Donc il est resté genre 6 ou 8 heures à l'aéroport. Il n'est pas rentré dans Paris. Il n'a pas été rue des Khlada, il n'a pas été dans des rues de prostituées, il était à l'aéroport. Il a dit pour récupérer la Touma qu'il a subie à l'aéroport, ça lui a pris 6 ans de sanctification à Bnei Brak. Alors nous, que toute la journée, on voit des images, on voit des khrettes, on voit des maillots de bain, on voit des décolletés, on voit des folles, on voit des fous, on voit des drogués, on voit des homos, on voit des malades, on voit des obsédés. Tu te rends compte ce qui nous rentre dans le corps? Vous comprenez ce que je veux dire ou non? Mais dans ça, c'est la réalité. C'est comme si tu rentres chez le parfumeur, ça sent le parfum. Mais quand tu rentres dans un endroit où il gère les cadavres de chiens, ça pue et ça s'imprègne. Maintenant, quand vous sentez une odeur, vous savez que vous sentez pas seulement le parfum, vous sentez des microparticules qui s'échappent. Donc quand quelqu'un il fait griller du cochon en bas de chez toi, et que le vent il t'amène le parfum, tu avales des microparticules de cochon. Mais c'est pas interdit par la Torah, parce qu'il n'y a pas la mesure. Mais ça rentre quand même. Donc quand tu écoutes des bêtises, tu t'imprègnes de microparticules de bêtises. Quand tu écoutes quelqu'un de méchant, tu t'imprègnes de microparticules de méchant. Pourquoi les gens qui sont avec un pervers, ils deviennent dépressifs? Parce que c'est des aspirateurs d'énergie et ils te rentrent la négativité chez toi. Pourquoi dans l'ascenseur, quand tu es avec quelqu'un de nerveux, tu deviens nerveuse? Parce que le gars, il dégage une énergie de nerf. Mais il y a des gens qui sont apaisants. Pourquoi? Parce qu'ils sont apaisés. Il y a un truc extraordinaire. Écoutez bien ça. Moi, je l'avais vérifié 1 million de fois. Si le parent, il est énervé, il prend le bébé. Le bébé qui est né il y a 15 jours, il n'arrive pas à le calmer. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il est énervé. Et ce n'est pas forcément un nerveux extérieur. C'est un nerveux intérieur. Et l'enfant, il sent les nerfs, il n'arrive pas à se calmer. C'est normal, pourquoi? Parce que c'est comme si le maître nageur, il a peur de se noyer. Comment veux-tu qu'il rassure le noyé? Imagine le noyé, il est en train de se noyer. Il voit un gars à côté en train de crier. Il dit, toi aussi tu te noies. Il dit, non, moi je suis le maître nageur. Alors je vous rappelle que la fille, elle est faite d'exemple. Et que les enfants, ils se noient. Et les parents, c'est les maîtres nageurs. Donc quand les enfants, ils voient que les parents se noient, imagine-toi comment ça les encourage à devenir maîtres nageurs. Alors si vous voulez plus tard être des maîtres nageurs, non névrosés, non complexés, non orgueilleux et non débiles, il va falloir travailler. Maintenant, il y a un milieu. On a dit, toi, tu es responsable de ton intériorité, tu construis, tu développes ta Torah, tes midot, ta remise en cause, ta réflexion, ton intelligence, tes mathématiques, ta philosophie, ta physique. D'accord? Rappelez-vous que les études ne servent à rien. Mais les qualités que tu développes pour faire les études, elles sont bonnes. Vous sentez la différence? C'est-à-dire qu'apprendre l'histoire, ça ne sert à rien. Mais apprendre à synthétiser une situation en étudiant l'histoire, c'est bien. Faire les mathématiques, ça ne sert à rien, parce que tu ne feras pas des équations dans ta vie. Mais le fait de faire beaucoup de mathématiques crée des arcs électriques entre tes neurones, ce qu'on appelle des schémas neuronaux,
Et plus tu en fais, plus ton cerveau il est rapide. Maintenant, si tu as un cerveau rapide, ça peut t'aider dans n'importe quelle étude. Par contre, si tu as un cerveau lent, ça te servira à tirer la toile. Ouais. Dans tout, c'est pareil. La dissertation, ça ne sert à rien. Tu vas faire des dissertes dans ta vie? Non. Mais tu sais ramasser des arguments, organiser des idées, faire un plan, développer un plan thèse, antithèse, synthèse, et ensuite être capable de le présenter. Ça va? Tu dis, ok, mais moi, la vérité, je fais des mathématiques, donc qu'est-ce que j'ai besoin? Je fais de l'informatique, qu'est-ce que j'ai besoin? Mais un jour, si tu veux, tu vas avoir un gros problème avec ton mari. Il va falloir réfléchir aux arguments que tu vas développer, après au plan, comment tu vas lui présenter. Après, tu vas tenir compte de son point de vue, la thèse. Tu vas essayer de lui faire comprendre la tienne, antithèse, pour que les deux, vous faites le shalom. Synthèse. Ça va? Et il y aura des brouillons là-bas, avec des corrections. Donc, tu as compris que ta vie, en vérité, c'est une dissertation. Oui, non, oui, non. Donc, c'est ce que je dis. Les études en soi, ça sert à rien. Mais les midotes que tu travailles grâce à tes études, ça, c'est très utile. Non, il faut savoir, il faut leur dire à quoi sert l'école, parce que des fois, ils ne savent pas. Ils disent, de toute façon, Marignan, 1515, ça sert à rien. Ouais, non, tu t'en fiches de Marignan. Mais le fait d'avoir appris, d'avoir des références, d'avoir des idées, d'avoir des pensées, ça développe ta tête. Et quand ta tête, elle est développée, tu as ce qu'on appelle l'autonomie intellectuelle. Et si tu es autonome intellectuel, tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre pour réfléchir à ta place ou quelqu'un d'autre pour décider à ta place. Alors, je ne sais pas si votre projet, c'est d'être des dominés ou des dominants. Dominé ou dominant? Des décisions ou des réactions? C'est la différence. Moi, j'avais 14 ans. J'ai levé les yeux au ciel. J'ai dit à Hachem, je ne veux plus être en réaction. Parce que regardez, si vous parlez français, réaction, réagir. Réagir, réagir. Réagir, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a agi avant toi. Et toi, tu as réagi. Donc, tu dépends de l'action de l'autre. Maintenant, l'autre, il te fait un compliment, tu réagis bien. Quelqu'un te fait un reproche, tu réagis mal. Ça veut dire que toute ta vie, tu es une balle de billard qui attend qu'on lui tape dans le derrière pour avancer. Tu es un tube de dentifrice qu'il faut appuyer dessus pour que ça sorte. Ou tu dis non, je veux une décision. C'est quoi une décision? Une décision, c'est que la décision, elle démarre de toi. Ani, Rotsa, Zot. Je veux cela. Le je, c'est toi. Le vœu, c'est l'énergie qui va véhiculer ce projet vers l'extérieur. Et cela, c'est la réalité qui est devant toi, qui a 50% la projection de ta volonté, 50% la projection de la volonté d'Hachem de te proposer une réalité. Quand vous êtes dans ce schéma-là, je veux cela, ça s'appelle tzaddik. Ça, tzaddiket. Parce que vous êtes en accord avec votre réalité, et vous êtes en accord avec vous-même, et en accord avec votre neshama. En accord avec la neshama, c'est normal, parce que vous êtes en accord avec votre conscience, qui vient de la neshama. En accord avec votre corps, parce que vous connaissez votre corps. Donc c'est pas votre corps qui est plus fort que vous. Donc la flemme et la maladie, vous la maîtrisez. En accord avec votre réalité, parce que vous êtes cohérent, vous êtes adapté, et vous savez assumer la réalité. Et la réalité, vous pouvez la créer, puisqu'elle est la projection à 50% de votre volonté à vous. Bederer, Shérod, Seleler, Monichinoto, dans le chemin dans lequel tu veux aller, on te fait aller. Les autres 50%, c'est une proposition qu'Hachem te fait. Ça s'appelle le mazal. Maintenant, pourquoi on appelle le tzaddik tzaddik? Tzaddik, ça veut dire quoi tzaddik? Juste. C'est quoi le symbole de la justice? La balance. Pourquoi la balance? Parce que c'est l'équilibre. Il y a deux plateaux. Là, c'est ce que tu as fait, là, ce que tu mérites. D'accord? Là, il y a ce que tu dis, là, il y a ce que tu fais. Équilibre. Là, il y a ce que tu dis, là, il y a ce que tu penses. Équilibre. Là, il y a ce que tu penses, il y a ce que tu fais. Équilibre. Quand tout est linéaire, tout est sur la même ligne, on appelle ça tzaddik. Racha, c'est incohérent. Tzaddik, c'est cohérent. Maintenant, quand vous êtes cohérent avec Hachem, Hachem, il est cohérent avec vous. Ça s'appelle Mida Keneged Mida. Quand vous êtes cohérent avec la vie, elle est cohérente avec vous. Si vous êtes incohérente, la vie, elle est incohérente. Donc toi, tu dis, ouais, je comprends pas, j'arrête pas de tricher et je réussis pas aux examens. Si j'arrête pas de voler, personne ne me fait confiance. J'arrête pas de mentir, personne ne me croit. Donc tu peux faire le contraire. Tu peux dire, moi, je me construis, je suis entière, je suis bien dans ma peau, elle est extrêmement fine, elle est dans la réalité. Et ma réalité, je l'aime, je l'accepte et je l'assume. Donc moi, je suis bien avec moi, je suis bien avec Dieu, je suis bien avec ma réalité. Ça s'appelle The Bonheur. Après, tu es bien avec ton mari, ça s'appelle The Couple. Après, tu es bien avec ta famille, ça s'appelle The Family. Donc tu as compris qu'en vérité, toute la clé
Oui, ça va être de savoir, est-ce que toi, tu vas développer une influence assez forte pour marquer ta réalité de tes choix, pour être le conducteur de ta propre voiture, de ta propre vie, ou non, tu vas te laisser porter par l'entourage qui est très très puissant. La preuve, c'est peut-être 4 milliards de personnes qui sont influencées par un entourage qui n'est pas eux. Mais non, toi tu as le choix. La Torah t'a donné le choix, ça s'appelle le libre arbitre. Est-ce que tu vas être influencé ou est-ce que tu vas être influenceur? Est-ce que tu vas être dominé ou est-ce que tu vas être domineur? Est-ce que tu vas être une comète qui trace dans l'univers ou tu vas être une étoile, une poussière qui suit la comète? Est-ce que tu veux admirer quelqu'un ou tu veux être admirable et que les gens t'admirent? Comme si vous, non? Est-ce que tu vas avoir la capacité autonome de décider ou tu veux toujours être obligé de demander à quelqu'un qui a plus d'assurance que toi? C'est ce choix-là que vous avez devant vous. Maintenant, c'est vrai, je reconnais, je ne vais pas vous mentir, que l'extérieur, c'est très dur. C'est comme si vous êtes dans un sous-marin, à 1500 mètres de profondeur, vous êtes bien. Puis il y a un gars, il dit, tu sais, tu veux pas qu'on sorte faire un tour? Si je peux pas. Vous savez que quand vous sortez d'un sous-marin, au-dessus de votre tête, sous l'eau, il y a 1500 mètres d'eau. Pour chaque centimètre carré. Maintenant, chaque litre d'eau, il pèse 1 kilo. Donc quand tu as 1500 mètres d'eau au-dessus de ta tête, tu as une pression énorme. C'est que la personne, si elle sort du sous-marin, qu'est-ce qui se passe? Elle est écrasée comme une feuille comme une crêpe. Vous savez ou non? Qu'est-ce qu'il y a entre le sous-marin, qui est sous pression, et l'extérieur? Il y a le sas de décompression. Maintenant, je vous donne une image et après je vous laisse tranquille. Le sous-marin, c'est quand tu es chez tes parents. Il y a une atmosphère respirable, adaptée, confortable, chauffée, c'est super. Quand tu sors dehors, tu es en dehors du sous-marin, là il y a la pression. Il y a la pression extérieure, il y a le devenir, il y a le travail, il y a le Yetzirara, il y a le Shalom Bayit, il y a l'éducation. C'est dur. Ouais, mais c'est pas grave puisqu'entre-temps tu t'es construit. Et qu'est-ce qu'il y a entre l'intérieur du sous-marin et l'extérieur du sous-marin? Il y a le sas de décompression. Ouais, qu'est-ce qu'on fait? On te met dans une pièce et doucement, doucement, on rabaisse la pression à la pression extérieure. Enfin, on remonte la pression à la pression extérieure pour que ton corps il ait le temps de s'habituer. Ça devrait vous rappeler que l'intérieur du sous-marin, c'est comme l'enfance. L'extérieur du sous-marin, c'est comme l'adulte. Et le sas de décompression, c'est quoi? L'adolescence. Où vous êtes, vous? Chazak Baruch. Attendez. J'ai oublié de le faire. Le cours est dédié pour la Refoua Shelema de Gad Ben Rachel Estelle, qu'Hachem lui envoie une Refoua Shelema, il dit Amen. Et aussi pour Gabriel Esther Batsara, qu'Hachem lui envoie une Refoua Shelema. Et on va aussi à Mavdil Ben Chamimetim demander que ce cours soit dédié l'Einouch Nishmat de Gabriel Ben Margalit, qu'Hachem élève sa Neshama parmi tous les sadikim d'Israël. Merci à vous tous. Alors, comme je le dis à chaque fois, les filles qui s'intéressent, c'est gratuit. Vous m'envoyez un mail, pour celles qui ont de la mémoire, ravyehia@hotmail.com, ravyehia@hotmail.com, et je vous envoie un mail où il y a tout un programme, il y a des documents imprimés, il y a des cours à écouter, il y a c'est un truc à faire pour 6 mois, 1 an. Ça s'appelle un accélérateur de maturité. D'accord? Donc là, je vous ai donné des petits éléments. Ce cours-là, vous pouvez le réécouter, il était très riche. Si vous intéresse de faire ce travail, d'accord, je l'ai donné à des gens il y a 15 ans, il y en a aujourd'hui qui sont Rosh Yeshiva et il y en a qui sont patrons de boîtes de 20 000 ou 30 000 employés. D'accord? Chacun selon le choix qu'il fera. Mais vous avez le choix de la maturité pour pouvoir lutter efficacement contre votre Yetzirara et devenir, Bezrat Hashem, des Bénot Israël dont Hashem sera fier.